Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apprentissage du surdoué quel que soit son âge et surtout de son besoin de sens. Et souvent, même lui-même, il n'a pas forcément conscience de ça. C'est vrai que quand il a un sens à apprendre, bien tout d'un coup l'apprentissage se débloque. Donc bien sûr, je vais expliquer ce que ça signifie. Donc, dans un exemple concret, par exemple, quelqu'un qui veut apprendre une langue étrangère, mais qui n'a pas de sens à le faire parce qu'en fait, cette personne ne connaît pas une personne qui parle cette langue ou ne connaît pas une activité dans laquelle ça lui donnerait accès, si vous voulez, à quelque chose de plus de parler cette langue. Donc, en fait, la personne va se dire, OK, on m'apprend ça à l'école, donc je vais pas forcément accrocher à ce cours-là, puisque ça n'a pas de sens. Et donc, oui, cet enfant-là aura l'impression de faire un effort, par exemple, pour apprendre, pour avoir les points en question, puisque bien sûr, c'est ce qu'on lui demande à l'école, mais sans vraiment performer, sans vraiment y arriver de façon, on va dire, normale, presque. Donc, c'est un enfant qui va être à la traîne, qui va se sentir nul, possiblement, qui va avoir des problèmes, justement, pour étudier, pour se motiver et pour retenir. Et en réalité, tout se passe comme si la rétention d'informations avait besoin d'être codée par un sens pour, d'une part, motiver l'apprentissage et d'autre part aussi, vraiment la codifier. Et donc, y retourner, donc y avoir de nouveau accès. Certainement, comme les surdoués ne sont pas câblés de la même façon, on ne tient pas compte du fait que le sens a une importance beaucoup plus importante justement, beaucoup plus capitale que ce qu'on croit. Donc qu'est-ce qui se passe ? Cet enfant-là va se dire les langues c'est pas pour moi, j'y comprends rien. Oui, j'arrive à retenir des mots mais finalement ça fait pas sens pour moi. Donc il va étudier peut-être par cœur, et le par cœur pour un surdoué c'est une catastrophe généralement. Donc ça veut dire qu'il n'arrive pas à mettre du sens sur les choses, et tant qu'on n'arrive pas justement à y mettre du sens, eh bien on ne retient pas. On ne retient qu'à court terme, mais ça ne s'inscrit pas dans la mémoire à long terme. Ça ne devient pas presque une seconde nature. Et vous allez bien sûr me dire, mais moi ça m'est arrivé plein de fois dans plein de domaines où j'ai vraiment eu l'impression que ça m'était hermétique. Et c'est une particularité des surdoués, principalement, parce que les autres enfants, en fait, vont retenir plein de choses, parfois aussi à court terme, mais sans vraiment se poser la question du sens, en tout cas pas autant. Donc les surdoués, eux, ont vraiment ce besoin-là. C'est vraiment un besoin fondamental. Ce n'est pas un caprice, c'est bien ce qu'il faut comprendre, parce qu'on aurait tendance à dire « Oh, écoute, apprends ça parce que c'est ce qu'on te demande à l'école et voilà, ça a du sens, tu vois. C'est parce qu'on te le demande, c'est pour réussir ton année. Donc tu vois, ça a du sens. » Mais en fait, quand je parle de sens, c'est vraiment un sens profond, un sens fondamental, et ça aussi, il faut bien le comprendre parce que c'est souvent pas compris. Par contre, la même personne, qui quelques années plus tard, on va lui dire apprends l'anglais parce que tu auras accès à un boulot particulièrement que tu souhaites, donc dans un domaine que tu souhaites, et qui ne te sera pas accessible si jamais tu n'as pas acquis assez de connaissances au niveau de cette langue-là. Et ce sera pour rentrer en relation avec telle ou telle personne, par exemple. Et là, tout de suite, c'est complètement différent. Parce qu'il y a un pourquoi derrière. Il y a, si j'apprends, j'aurai accès à telle activité avec telle personne. Et c'est surtout le fait que ça soit relationnel qui joue beaucoup. Plus que d'autres personnes, les HP ont une motivation relationnelle qui est plus grande, sûrement parce qu'ils ont été moins facilement acceptés. Donc souvent, quand on n'a pas eu quelque chose à un moment donné de sa vie et qu'on en a souffert, on met de la valeur dessus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, si on n'a pas eu d'amis à l'école pendant un moment, on va mettre un point d'honneur, justement, à se faire des amis, à comprendre comment faire et comment être, du coup, pour acquérir, pour accéder à ce qu'on veut. Et c'est exactement comme ça qu'on va apprendre, parce que ça a une fonction, parce que ça a un sens, mais un sens qui est vraiment profond, qui part vraiment des tripes. Et évidemment, plus c'est dans les tripes, et plus la personne, en fait, va y mettre du cœur, de l'énergie, et plus ça va devenir simple pour cette personne, paradoxalement.
Et ce sont des choses qui lui étaient inaccessibles, par exemple, durant la scolarité, qui vont devenir accessibles après. À son plus grand étonnement, cette personne va dire « J'ai toujours cru que j'étais nulle dans cette matière ». En fait, non, simplement, il n'y avait pas de sens. Simplement, il n'y avait pas de relationnel. Et d'ailleurs, un enfant surdoué qui a une bonne relation avec le professeur, eh bien, ça peut le motiver fondamentalement, vraiment profondément, pour le faire apprendre à peu près n'importe quoi, tant que c'est avec ce professeur-là. Parce qu'il se sent encouragé, accepté, parce qu'il veut être en relation et dans une bonne relation avec ce professeur-là, par exemple. Ça peut être un professeur comme ça peut être un autre élève. Si on va lui mettre dans la classe quelqu'un qui parle une autre langue, prenons le portugais, donc il y a un portugais qui arrive dans la classe, et cette personne-là se dit « Ah, ce serait trop cool qu'on arrive à communiquer », peut-être justement parce que celui-là est créatif ou celui-là est artistique, a quelque chose de particulier qui fait qu'on a envie d'aller vers cette personne. Ou peut-être simplement on est amoureux, ça peut être ça aussi. Donc l'amour, c'est une bonne raison d'apprendre la langue de l'autre, la culture de l'autre, de se passionner pour les passions de l'autre, etc. Ça, c'est typique aussi des surdoués, c'est très fort chez eux. Alors je dis pas que ça arrive pas à d'autres personnes, mais bien sûr que quand on est amoureux, donc on a la passion, ça part des tripes. On tombe pas amoureux de n'importe qui, n'importe quand, ça c'est faux. On tombe amoureux en fonction de ce qui nous fait déjà vibrer à la base. Donc ça réveille quelque chose qui était déjà en nous. Et c'est pour ça que quand on est amoureux, on se sent plus vivant. Mais en fait, ce qu'on a réveillé, c'est déjà ce qu'on avait en nous. Donc ça, souvent, on confond avec la personne, on confond avec la situation, et on a tendance à se dire « Ah, je pourrais être comme ça, heureux et avec plein d'énergie et motivé, que si je suis en contact avec cette personne. » Alors qu'en fait, ce qui nous a motivés, c'était quelque chose qui était déjà là, qui était déjà dans nos tripes, qui nous rappelle peut-être justement un grand-père qu'on a adoré, et puis cette personne ressemble un peu par une façon d'être ou par ça peut être aussi physique donc on est motivé en tout cas par quelque chose qui nous a déjà motivé jadis, qui est profond, qui date de la petite enfance généralement. Et donc du coup cette motivation profonde va nous aider à apprendre. Mais c'est parce qu'on est en lien avec quelque chose de plus grand. Si par exemple, vous visez d'aller vivre justement au Portugal, ben forcément, le fait qu'il y ait une personne qui parle le portugais dans votre classe, ça va vous motiver à, d'une part, aller approcher cette personne-là et d'autre part, à apprendre sa langue. Et le fait de faire ça, ça va être différent sûrement de tout ce que vont faire les autres personnes dans la classe qui vont certainement moins mettre d'énergie au fait d'apprendre le portugais par exemple. Ils vont se dire c'est à la personne à apprendre le français et pas à moi à essayer d'apprendre sa langue ou très peu. Donc ça va faire une différence relationnelle possiblement aussi. Et donc tout ça va faire que ça a un sens profond. Et c'est vraiment ce sens profond-là qu'il faut trouver pour se mobiliser dans son potentiel. Il y a beaucoup, en fait, de surdoués de haut potentiel qui disent « Je sais pas où est mon potentiel, en fait. » C'est pas qu'ils le savent pas, c'est qu'en fait, ils n'ont pas trouvé le truc qui leur parle vraiment, profondément, au niveau des tripes. Donc, qu'est-ce qui vous parle au niveau des tripes ? Peut-être qu'est-ce que vous n'osez pas faire aussi, parce qu'il peut y avoir aussi une convention sociale qui dit « Ah non, si tu veux être artiste, par exemple, eh bien, tu ne pourras pas en vivre. Tu vas galérer, par exemple. » Si tu as cette idée-là, forcément, on va pas essayer quelque chose possiblement qui pourtant te passionnerait, mais qui, d'autre part, l'image qui est renvoyée de cette activité-là, c'est qu'on ne peut pas en vivre. Et donc, on peut être démotivé par des idées reçues. Et souvent, le haut potentiel, quand il est dans quelque chose qu'il adore, de un, il voit pas du tout le temps passer, et c'est ce qui leur fait dire justement, je sais pas gérer le temps. Et c'est vrai souvent, parce que quand on est dans le flow, donc vraiment dans quelque chose qui est passionnel comme ça, on voit pas le temps passer. On aime tellement ce qu'on fait, on est tellement pris par ce qui se passe qu'on voit pas le temps passer. Ça peut être le cas, par exemple, un thérapeute avec son patient, eh bien c'est tellement motivant ce qui se passe durant la consultation que la personne ne voit pas le temps passer et déborde largement sans problème finalement, sauf s'il y a quelqu'un derrière qui attend, mais je vais dire, c'est parce que c'est passionnel. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre et c'est ce qu'il faut repérer. Repérer ça, pourquoi ? Pour savoir exactement, mais où je vibre moi ?
Parce que finalement, c'est ce qu'on cherche en tant qu'au potentiel, on cherche où on vibre précisément, et la réponse, elle est multiple. C'est pas où je vibre juste avec telle personne, ou dans tel milieu, ou avec telle langue, ou dans telle culture, ou non, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et donc, parfois, c'est ça aussi la difficulté, c'est se dire, j'aime ça, et ça, bon, je choisis quoi comme étude? Parce que finalement, y a plein de choses qui me motiveraient. Eh bien, chercher les points communs, chercher le fil conducteur, ça peut être une des réponses, une façon en tout cas de répondre à la multiplicité des passions. Et vous allez voir que souvent, il y a des fils conducteurs. Je m'intéresse à ça. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est en fait quelque chose de commun à tout ça. Je vais prendre un exemple, toutes les chaînes que j'ouvre, etc. Je m'intéresse à la spiritualité, je m'intéresse à la psycho, je m'intéresse à la relation de couple, je m'intéresse aussi aux relations toxiques, etc. Donc, je m'intéresse à vraiment beaucoup de choses. J'aime partager aussi. Donc, j'ai une chaîne de vlog, j'ai une chaîne spirituelle, j'ai une chaîne de love coaching, on va dire, et une qui est plus dans la psycho. C'est quoi le lien de tout ça? C'est le bien-être, vraiment. Donc vraiment, c'est le point commun, c'est comment rendre les autres plus heureux et comment transmettre mon savoir, ce que j'ai découvert, appris, les expériences que j'ai faites, à quoi ça peut servir, ça a du sens à partir du moment où je les transmets, où je peux en faire quelque chose de plus grand en fait. Ça, c'est mon sens à moi. Et c'est le fait de me sentir reliée à quelque chose de plus grand que moi, donc à la spiritualité, au monde et aux autres, de façon générale, tous les êtres humains, ceux aussi qui vont naître dans le futur possiblement, qui vont peut-être se nourrir de tout ce qui aura été fait sur cette terre. Donc tout ça, moi, ça me motive. Là, mais vous voyez qu'il y a un gros fil conducteur et que toutes les activités professionnelles, par exemple, que j'ai faites, c'était généralement pour étudier les êtres humains, les interactions entre eux, et aussi voir un petit peu dans différents milieux, eh bien, comment se comporte telle ou telle personne, qu'est-ce que je peux apprendre finalement du fonctionnement humain et comment justement aller chercher le bonheur dans plein de situations différentes. Ça a été un parcours pour moi un petit peu différent des autres, puisque les personnes qui font la psycho généralement restent dans la psycho. Moi, j'ai pas du tout fait ça. Je voulais aller découvrir le monde et les êtres humains, mais à travers des activités qui étaient en fait des activités quotidiennes, des choses, on va dire, non pas pathologiques, mais plutôt normales, la vie normale. Je voulais étudier les gens dans la vie normale. Et donc, et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais même postulé à la police en me disant, ben voilà, en même temps on est en relation humaine et en même temps c'est pas purement de la psycho. J'ai travaillé dans des magasins, j'ai travaillé dans un parc d'attractions. Donc c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de choses à observer à ce niveau-là, au niveau des interactions humaines. Et donc évidemment que quand on regarde ça de l'extérieur, on va se dire mais qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans, puis dans autre chose. J'ai aussi travaillé par intérim pour toucher un petit peu à tout. J'ai travaillé dans des industries à la chaîne et justement c'était super intéressant parce que beaucoup de personnes parlaient durant le travail, expliquaient ce qu'ils vivaient, etc. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que je m'intéresse à ce domaine-là et parce que j'adore tout ce qui est confidence, parce que j'adore aussi écouter les autres et les observer, etc. En tout cas, à ce moment-là, j'avais besoin de ça. J'avais besoin, je vais dire, de prendre contact direct avec le monde de façon assez, on va dire, brute, en tout cas direct, donc d'être dans l'expérience, dans le faire, dans la rencontre et dans le aussi, comme j'étais assez timide, dans le j'ose aborder des personnes très différentes. Ça, c'était un de mes objectifs, puisque j'étais pas très à l'aise socialement, j'avais pas tellement appris, durant mon enfance et tout ça, j'ai pas fréquenté beaucoup de personnes. Donc j'étais beaucoup à la maison et beaucoup dans ma chambre et beaucoup, même s'il y avait quelques amis à l'extérieur et voilà, il n'y avait pas énormément de contact. Et donc, du coup, je sentais que je manquais, moi, d'entraînement pour aller vers les gens, pour aussi savoir comment j'aborde une personne qui est très différente d'une autre personne. Donc, tout ça, moi, ça a été mon fil conducteur. Et on voit qu'en fait, à travers les années, ce fil, il reste là. Les relations, j'ai jamais été dans une situation où j'ai travaillé toute seule quelque part. J'ai toujours été en contact, en fait. Parce que le contact humain est quelque chose de prioritaire dans ma vie, pour moi.
Pas que humain d'ailleurs, le contact avec les animaux, c'est quelque chose qui m'attire énormément. En fait, tout ce qui est forme de contact aussi, avec la vie de façon générale, la nature, etc. Donc tout ce qui est scientifique, tout ce qui est recherche m'intéresse beaucoup, et tout ce qui est transmission. Donc c'est pas forcément la même chose faire de la recherche dans un laboratoire et après vouloir l'enseigner, vouloir le transmettre, vouloir en parler, vouloir justement faire en sorte que ça se sache, que ce savoir-là, il reste pas dans une boîte et surtout que je ne parte pas avec en fait. Et donc c'est vraiment quelque chose qui moi m'a motivé, le fil conducteur. Et on voit là-dedans que c'était passionnel, que tout ce que j'ai réussi, je l'ai réussi parce que c'était passionnel. Tout ce qui n'avait pas de sens pour moi, même si ça pouvait me servir plus tard, mais à ce moment-là, ça n'avait pas de sens, eh bien, je ne pouvais pas l'apprendre non plus. Ça m'était hermétique. Et donc, ça fait dire à certaines personnes, quand on leur apprend qu'ils sont surdoués, mais non, je suis pas si douée que ça, en fait. Et c'est vrai, on n'est pas doué dans certains domaines parce que on n'est pas passionné par ce domaine-là. Et quand on compare avec un domaine dans lequel on est passionné et qu'on sait qu'on l'est, eh ben là, c'est différent. Donc voilà, et on regarde un petit peu, tiens, comment je fonctionne, qu'est-ce qui est important pour moi. Et certes, si les relations étaient si importantes pour moi à un moment donné, principalement, c'est justement parce que j'en manquais, parce que je me sentais dans une solitude, mais pas une solitude qui était choisie, parce que j'adore être seule aussi. Mais j'avais besoin, à ce moment-là, en tout cas, de me connecter à d'autres personnes, et ça m'était comme impossible. Ça me semblait en tout cas difficile, compliqué. Donc, du coup, eh bien, j'ai voulu, évidemment, que mon chemin soit tout autre, que je sois entourée, que justement, j'ai cette facilité à aller vers les autres et à parler. Et quand certaines personnes, on les questionne, est-ce que, par exemple, Catherine est quelqu'un de sociable? Quand on parle à des personnes de mon entourage, la plupart vont dire « Ah oui, plutôt, quand même, quoi ». Même si on sait que je suis quelqu'un aussi de calme, de pas toujours, je suis pas très extravertie quand même, je suis plutôt introvertie, mais ça se voit pas tout le temps. Donc je suis une fausse sociable dans le sens où j'ai besoin après ça de me reposer, etc. Donc je suis pas quelqu'un qui reste tout le temps en contact et qui me nourrit vraiment de ça. J'adore les contacts et tout, mais j'ai besoin après de me régénérer par un moment de paix, de calme et de solitude. Et ça c'est plutôt typique des introvertis. Quand on est extraverti, on se nourrit vraiment des autres, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que j'adore pas être en contact. Bien sûr que c'est un moment que j'apprécie beaucoup. Mais il ne faut pas qu'il soit tout le temps. Si c'est tout le temps comme ça, tout le temps être en contact, je vais être fatiguée. Donc, j'apprécierai si ce sont des personnes avec qui j'ai envie d'être en contact, mais je vais être fatiguée particulièrement. Donc ça, c'est mon fonctionnement à moi, bien sûr. Le fait qu'on soit introverti ou extraverti n'a rien vraiment à voir avec le fait d'être surdoué, bien que quand on a un cerveau qui fonctionne beaucoup, qu'on a beaucoup d'idées, généralement, comme, je veux dire, il y a déjà du bruit dans le cerveau, on a besoin de se reposer plus facilement, on apprécie plus facilement la solitude. C'est ça que je veux dire. Et particulièrement quand on a des passions, puisque on est quand même créatif majoritairement quand on est dans la solitude. Même si, bien sûr, c'est dans la solitude qu'on va élaborer un plan pour mettre ça en place avec une équipe. Parfois, c'est ça aussi. Mais généralement, en tout cas, le projet se crée plutôt dans le calme et dans la solitude. Parce qu'on a besoin d'écouter ces pensées-là, d'écouter aussi ces associations d'idées-là, de voir ce qui semble logique et fonctionnel et ce qui est à éliminer aussi. Donc ça, c'est tout un travail. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Je vous réannonce en fait que le club des zèbres multipotentiels est bien en préparation et qu'on avance vers ça. Donc, les personnes qui voudront partager à ce niveau-là, avoir plus de capsules, etc. là-dessus, eh bien, pourront rejoindre prochainement, en tout cas, ce club-là. De toute façon, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Pour le club, les places seront forcément limitées pour que je puisse apporter des réponses plus personnalisées. Donc voilà, une petite aparté. De toute façon, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!